Au loin, on entendait le roulement sourd du tonnerre. Depuis 3 jours, la pluie tombait sans relâche sur le petit village de Gulzar, perdu au cœur d'une vallée verdoyante. Les chemins de terre étaient devenus des rivières boueuses, et les toits de tôle résonnaient sous les assauts continus des gouttes. Sur la colline qui surplombait le village, un vieux cimetière se dressait, ses pierres usées par le temps, ses herbes folles dansant au rythme du vent. Les habitants passaient rarement par là, sauf pour enterrer leurs morts. Ce lieu inspirait le respect et une certaine crainte. Mais cette nuit-là, une tombe en particulier attira l'attention. Une vieille tombe de terre, sans ornement, dont la pierre funéraire était à moitié effacée. La pluie avait creusé de profondes rigoles autour, menaçant de la faire s'effondrer complètement. Le lendemain matin, le chef du village, Hassan Malik, envoya 3 hommes pour réparer les dégâts. Parmi eux, Amir, un jeune ouvrier de 22 ans, curieux et observateur. Contrairement aux autres, il ne se contentait pas d'obéir. Il posait toujours des questions, cherchait à comprendre. Ils montèrent à la colline sous une pluie fine. Les bottes s'enfonçaient dans la boue à chaque pas. Le vent froid sifflait à leurs oreilles. « Dépêche-toi, Amir !» grogna l'un des hommes. « On veut finir avant que le ciel nous tombe dessus. » Amir hocha la tête mais ses yeux restaient fixés sur la tombe. Il y avait quelque chose, une sensation étrange, comme si ce morceau de terre cachait une histoire oubliée. Ils commencèrent à creuser autour pour consolider la base. Les pelles frappaient à la terre détrempée avec un bruit sourd. Soudain, clang. La pelle d'Amir heurta quelque chose de dur. « C'est une pierre ?» demanda-t-il. « Continue, on verra bien », répondit l'autre, indifférent. Quelques coupes plus tard, Amir dégagea un petit objet, une boîte en argile, couverte de mousse et de boue, mais étonnamment intacte. Elle était scellée par un bouchon d'argile séché. Le cœur d'Amir accéléra. Il essuya la boue avec sa manche, révélant des motifs gravés sur les côtés, des arabesques simples, mais soignées. « On l'ouvre ?» demanda-t-il, un éclat d'excitation dans la voix. « Non !» s'écria brusquement le plus vieux des 3, un certain Karim. « Laisse ça là, gamin. Les morts n'aiment pas qu'on dérange leurs affaires. » Mais Amir, poussé par une curiosité irrépressible, fit sauter le bouchon. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait une feuille de papier jaunie. Les bords étaient fragiles, mais l'écriture, à l'encre noire, restait claire. Voix off lente, dramatique. « Si tu trouves cette lettre, sache que je n'ai jamais commis le crime dont on m'accuse. La nuit où la maison du chef a brûlé, j'étais ailleurs. Mais je sais qui l'a fait, et je sais pourquoi. Ce n'était pas un accident. C'était pour cacher un vol. Et un secret que la famille la plus puissante de ce village voulait enterrer pour toujours. » Les mains d'Amir tremblaient légèrement. Le nom à la fin le glaça, Rachid Khan. Il avait déjà entendu ce nom, dans les histoires que son grand-père racontait parfois au coin du feu. Rachid pendu en 1948 pour incendie criminel et meurtre. Mais dans ces récits, il y avait toujours un doute, un silence pesant lorsque l'affaire était évoquée. Amir replia la lettre et la glissa dans sa poche. Il savait déjà qu'il ne pourrait pas ignorer ce qu'il venait de lire. Ce n'était pas seulement un vieux papier, c'était une voix du passé. Et elle réclamait justice. Sur le chemin du retour, la pluie s'était calmée mais l'air restait lourd. Chaque pas dans la boue semblait résonner plus fort. Et Amir sentait, sans savoir pourquoi, que quelqu'un l'observait depuis la colline. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en ouvrant cette boîte, il venait de briser un silence vieux de 75 ans. Et que certaines personnes, encore vivantes, feraient tout pour que ce silence revienne. Musique sombre, fondue au noir. Le ciel s'assombrissait à mesure qu'Amir descendait de la colline. Le vent avait forci, agitant les branches dégarnies comme des mains implorantes. La boîte d'argile vide restait dans son sac, mais la lettre était contre son cœur, soigneusement pliée dans la poche intérieure de sa veste. En arrivant devant la maison familiale, une petite bâtisse aux murs blanchis à la chaux, Amir vit son grand-père assis sur le vieux banc de bois, une tasse de thé fumante à la main. Abdul Karim, un homme de 78 ans au dos voûté mais aux yeux vifs. « Tu rentres tard, Amir », lança-t-il sans lever les yeux. « J'étais au cimetière pour réparer une tombe », répondit Amir en retirant ses bottes pleines de boue. Le vieil homme fronça les sourcils. « Quelle tombe ?»« Celle tout en haut, près du grand arbre. Elle était en train de s'effondrer. » Un silence lourd suivit, puis d'une voix plus basse. « Et tu n'as rien trouvé là-bas ?» Amir hésita. Devait-il dire la vérité ? Finalement, il sortit la lettre et la posa sur la table. Le grand-père, d'abord surpris, l'ouvrit avec des mains légèrement tremblantes. À mesure qu'il lisait, son visage changeait. Les traits se durcirent, la mâchoire se crispa. Lorsqu'il eut fini, il la replia avec soin et la lui rendit. « Écoute-moi bien, Amir. Oublie cette lettre. Brûle-la si tu veux vivre tranquille. »« Mais pourquoi ?» demanda Amir, indigné. « C'est une injustice !»
Cet homme a été pendu alors qu'il était innocent. Justement, répondit Abdul Karim en posant sa tasse. Tu crois que c'est par accident qu'il est mort? Ceux qui l'ont fait accuser vivent encore. Et ils ont du pouvoir. Plus que tu ne peux l'imaginer. Le ton grave de son grand-père ne fit qu'attiser la curiosité d'Amir. Dis-moi au moins ce que tu sais. Le vieil homme détourna le regard vers la pluie qui battait la fenêtre. Fondu au noir, musique tendue, le lendemain matin, Amir sortit tôt, déterminé à trouver d'autres témoins du passé. La pluie avait cessé, mais l'air restait humide et lourd. Dans les rues étroites du village, quelques marchands installèrent leurs étals, et l'odeur du pain chaud se mêlait à celle de la terre mouillée. Il décida de commencer par la vieille mosquée, un lieu où les anciens se réunissaient souvent après la prière de l'aube. En entrant, il salua poliment, mais il remarqua tout de suite les regards qui se tournaient vers lui, et qui se détournaient aussitôt. Un vieil homme, Imran Qureshi, l'invita à s'asseoir. Sa barbe blanche contrastait avec ses yeux perçants. « J'ai entendu dire que tu poses des questions sur Rachid, » dit-il sans détour. « Oui, » répondit Amir. « Je veux comprendre ce qui s'est passé. » Imran soupira. « Mon garçon, il y a des vérités qui coûtent plus cher que le mensonge. Tu es jeune, ne gâche pas ta vie. » Avant qu'Amir ne puisse répondre, un autre homme, plus jeune et vêtu d'une chemise noire, s'approcha et posa une main ferme sur son épaule. « Tu devrais écouter les conseils de tes aînés, » dit-il d'une voix basse. « Certains sujets sont dangereux, surtout pour ceux qui les fouillent trop. » Amir comprit que ce n'était pas un simple conseil, mais un avertissement. En sortant de la mosquée, il sentit qu'on le suivait. Les pas résonnaient derrière lui, réguliers, puis s'arrêtaient quand il s'arrêtait. Il se retourna brusquement. Personne. Mais il savait que quelqu'un l'observait. Dans l'après-midi, il alla voir Bilal pour lui raconter ce qui s'était passé. « C'est trop tôt, Amir, » dit Bilal en allumant une cigarette. « Tu n'as pas encore assez de preuves. Et maintenant, ils savent que tu cherches. Ils vont commencer à se protéger. » Mais Amir n'était pas du genre à reculer. Il sortit la lettre et la posa sur la table. « Il y a un indice ici. Regarde, pour cacher un vol et un secret que la famille la plus puissante voulait enterrer. Il faut savoir quel vol et quelle famille. » Bilal réfléchit un moment. En 1948, le chef du village était Malik Abdul Rahman. Sa famille détient encore les meilleures terres ici. Si quelqu'un avait intérêt à cacher quelque chose, c'était eux. Amir décida d'aller à la maison des Malik. Une immense bâtisse de briques rouges avec un portail en fer forgé. Un domestique ouvrit, le dévisagea, puis l'introduisit dans le grand salon. Là, assis dans un fauteuil, se trouvait Faisal Malik, petit-fils du chef de l'époque. « Je sais pourquoi tu es venu, » dit Faisal avant même qu'Amir ne parle. « Et je vais te dire une chose. Cette histoire est terminée depuis longtemps. Ne la réveille pas. »« Un innocent est mort, » répliqua Amir. « Et vous, votre famille sait ce qui s'est passé. Tu crois que la vérité te rendra fort? Elle va te briser. Pars, Amir, tant que tu le peux encore. » Amir sortit, frustré mais plus convaincu que jamais que Faisal en savait plus qu'il ne voulait l'admettre. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, il trouva sa porte entr'ouverte. L'intérieur avait été fouillé. Les papiers étaient éparpillés, les tiroirs renversés. La lettre de Rachid avait disparu. Un frisson glacé lui parcourut le dos. Il comprit deux choses. Quelqu'un voulait l'arrêter, et vite. Il n'avait plus de preuves matérielles, haine quittant la maison de la vieille femme. Il sentit un frisson le parcourir. Sur le chemin, une silhouette vêtue de noir se tenait à l'angle de la rue, immobile, le regard fixé sur lui. Quand il fit un pas, la silhouette disparut dans l'ombre. Ce soir-là, assis à son bureau, Amir relut la lettre encore et encore. Il se jura que, quoi qu'il arrive, il découvrirait la vérité. Mais il ne savait pas encore que, dès le lendemain, ses ennuis commenceraient réellement. « Mais je te le dis... »« Mon fils ?» ajouta Amina Bibi en serrant la main d'Amir. Il n'était pas coupable. Le vrai coupable. Je crois savoir qui c'était. Mais je ne peux pas le dire. Pas maintenant. Amir comprit que ce secret n'était pas seulement ancien. Il était encore vivant. Et ses racines s'étendaient jusque dans le présent. Rachid, un brave garçon. Mais il a été trop naïf. Il croyait que la vérité suffisait à sauver un homme. Elle raconta, la voix tremblante, comment une nuit de 1948, un incendie avait ravagé la maison du chef du village. Un coffre avait disparu cette nuit-là. Le lendemain, Rachid avait été arrêté, accusé d'avoir tué 2 personnes dans l'incendie. Aucun témoin ne l'avait défendu. Le procès avait été rapide. Et la pendaison, publique d'une petite maison au toit de chaume. Elle avait connu Rachid. Lorsqu'Amir prononça son nom, ses yeux s'embuèrent. Bilal, la cinquantaine, portait toujours un gilet sans manches et une casquette élimée. En voyant la lettre, il plissa les yeux. « Amir, tu sais ce que tu tiens là? C'est une bombe. Et si tu l'exploses, prépare-toi à ce que tout le monde te tourne le dos. Je veux la vérité, Bilal. Alors tu devras parler aux anciens. Pas à moi.
Mais fais attention. Certains n'aiment pas qu'on réveille les fantômes. Le lendemain matin, Amir alla voir Amina Bibi, la doyenne du village. Âgée de plus de 90 ans, elle vivait dans une Amir sentit un mélange de frustration et de détermination. « Moi, je veux savoir. » Plus tard dans la soirée, alors que la pluie cessait enfin, Amir sortit de la maison avec la lettre dans la poche. Il se dirigea vers la maison de Bilal, un vieil ami et journaliste local qui aimait collecter les histoires anciennes du village. Quand j'étais enfant, j'ai entendu des murmures. Le feu, la nuit, les cris. On disait que Rachid était un voleur, un meurtrier. Mais mon père, il m'a prévenu de ne jamais poser de questions. Mon père disait que la vérité était bien plus sombre. Mais il avait encore sa mémoire. Il se jura de réécrire chaque mot de cette lettre, de la graver dans son esprit. Et surtout, de continuer. Au loin, dans la nuit, il aperçut la silhouette d'un homme immobile sous un lampadaire qui semblait le fixer. Quand il cligna des yeux, la silhouette avait disparu. Voix off-grave. À partir de ce moment-là, Amir n'était plus seulement à la recherche de la vérité. Il était une cible. Musique sombre, fondue au noir. Le lendemain matin, Amir sortit tôt, déterminé à trouver d'autres témoins du passé. La pluie avait cessé, mais l'air restait humide et lourd. Dans les rues étroites du village, quelques marchands installaient leurs étals, et l'odeur du pain chaud se mêlait à celle de la terre mouillée. Il décida de commencer par la vieille mosquée, un lieu où les anciens se réunissaient souvent après la prière de l'aube. En entrant, il salua poliment, mais il remarqua tout de suite les regards qui se tournaient vers lui, et qui se détournaient aussitôt. Un vieil homme, Imran Qureshi, l'invita à s'asseoir. Sa barbe blanche contrastait avec ses yeux perçants. « J'ai entendu dire que tu poses des questions sur Rachid, » dit-il sans détour. « Oui, » répondit Amir. « Je veux comprendre ce qui s'est passé. » Imran soupira. « Mon garçon, il y a des vérités qui coûtent plus cher que le mensonge. Tu es jeune, ne gâche pas ta vie. » Avant qu'Amir ne puisse répondre, un autre homme, plus jeune et vêtu d'une chemise noire, s'approcha et posa une main ferme sur son épaule. « Tu devrais écouter les conseils de tes aînés, » dit-il d'une voix basse. « Certains sujets sont dangereux, surtout pour ceux qui les fouillent trop. » Amir comprit que ce n'était pas un simple conseil, mais un avertissement. En sortant de la mosquée, il sentit qu'on le suivait. Les pas résonnèrent derrière lui, réguliers, puis s'arrêtaient quand il s'arrêtait. Il se retourna brusquement. Personne. Mais il savait que quelqu'un l'observait. Dans l'après-midi, il alla voir Bilal pour lui raconter ce qui s'était passé. « Oh, c'est trop tôt, Amir, » dit Bilal en allumant une cigarette. « Tu n'as pas encore assez de preuves. Et maintenant, ils savent que tu cherches. Ils vont commencer à se protéger. » Mais Amir n'était pas du genre à reculer. Il sortit la lettre et la posa sur la table. « Il y a un indice ici. Regarde, pour cacher un vol. Et un secret que la famille la plus puissante voulait enterrer. Il faut savoir quel vol et quelle famille. » Bilal réfléchit un moment. En 1948, le chef du village était Malik Abdulrahman. Sa famille détient encore les meilleures terres ici. Si quelqu'un avait intérêt à cacher quelque chose, c'était eux. Amir décida d'aller à la maison des Malik. Une immense bâtisse de briques rouges, avec un portail en fer forgé. Un domestique ouvrit, le dévisagea, puis l'introduisit dans le grand salon. Là, assis dans un fauteuil, se trouvait Faisal Malik, petit-fils du chef de l'époque.